Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire le point sur une classe d'actifs un peu particulière qui sont la classe d'actifs, un segment des actifs réels. Alors pourquoi s'intéresser à ce segment d'actifs réels aujourd'hui? Incertitude sur le marché action, incertitude sur le marché des taux, crise en Europe, prix des matières premières qui augmentent, inflation. Convenons-en, et la liste n'est pas exhaustive, autant d'incertitudes sur lesquelles les activités ou les investissements classiques sur le marché obligataire, sur le marché action sont un petit peu complexes. Alors, essayons, dans cet univers compliqué, de trouver quelques pistes simples. On pourrait regarder, et on va regarder ensemble, les actifs réels qui nous semblent être un actif pertinent et assez résilient. Alors, pour nous en parler aujourd'hui, je suis accompagné de Bertrand Guez, directeur général adjoint de Crédit Mutuel Capital Privé, avec lequel nous allons parler du fonds Siloé. Alors, la durée de ce webinaire va être d'à peu près 30 minutes. Nous aurons la qualité et la capacité de recevoir toutes vos questions par chat et nous y répondrons à la fin. Alors, je me tourne vers Bertrand. Bertrand, Bonjour. aujourd'hui, dans cet univers complexe, on voit, l'actif réel nous semble être un investissement pertinent, un investissement résilient. Alors, actif réel, déjà, de quoi parlons-nous? Alors, pour ce qui me concerne, il s'agit des actifs d'infrastructure. Sur la définition, je reviendrai sur la définition d'infrastructure à notre sens. Et ça ne vise pas, par exemple, effectivement, tout le secteur de l'immobilier pour lequel Crédit Mutuel Capital Privé et moi-même, en tant que gérant, nous ne sommes pas compétents. Donc, on vise le monde de l'infrastructure qui connaît un développement sans précédent sur ces dernières années. Bertrand, le fonds Siloé Infrastructure, que peux-tu nous en dire? Alors, avant de rentrer sur le fonds Siloé Infrastructure, ma perspective, c'était de vous montrer le caractère attractif pour les investisseurs de ce marché de l'investissement en infrastructure. Et donc, j'ai identifié 5 raisons qui me sont apparues pertinentes de regarder effectivement ce secteur. Donc ça sera la première partie de cette courte présentation. Ensuite, lié à ces raisons, il y a une opportunité extrêmement forte dont on parlait tous les jours, qui est l'opportunité de la transition énergétique. Et les infrastructures s'inscrivent exactement dans cette transition énergétique. Et puis, je terminerai donc sur notre réponse chez Crédit Mutuel Capital Privé. C'est le fonds Siloé Infrastructure qu'on est en train de lever auprès essentiellement d'institutionnels. Alors pourquoi la classe d'actifs des infrastructures constitue une classe particulièrement attractive aujourd'hui? Première raison, et je pense que c'est important pour un investisseur, c'est la diversification. Et la diversification véritable, c'est-à-dire qu'on va avoir une classe d'actifs qui a une très faible corrélation avec les autres classes d'actifs, les actions par exemple, effectivement, l'immobilier, et donc elle peut être une diversification précieuse. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, elle évolue dans le temps, en dehors des réalités économiques et cycliques. On l'a bien vu au moment effectivement de la pandémie, ça n'a pas changé du tout les paramètres qui font évoluer ce marché. Donc première raison d'investir dans ce secteur de l'infrastructure et qui le rende attractif, la diversification pour l'investisseur. La deuxième, et elle est très en pointe aujourd'hui, la protection contre l'inflation. Il y a donc au travers des infrastructures des flux stables, prévisibles, qui sont générés par des contrats à long terme. Donc ces contrats à long terme, ils prennent la forme de concessions, de partenariats publics-privés, de corporate PPA, avec un certain nombre d'opérateurs, de compagnies, etc. Et donc face à ça, eh bien, je dirais, on est capable d'avoir des rendements qui sont assez supérieurs à l'inflation et en grande partie décorrélés des évolutions et des systèmes un petit peu erratiques qu'on connaît dans ce domaine. Voilà. Alors cette notion d'inflation est une notion essentielle, extrêmement importante aujourd'hui sur le marché, parce que l'ensemble des classes d'actifs que l'on peut évoquer, actions obligataires, vont devoir apporter une réponse à cette inflation, et en l'occurrence les investissements en infrastructure apportent par construction une réponse à cette problématique. Ouais. Et notamment parce qu'effectivement, dans les infrastructures étant des actifs essentiels, il y a des volumes minimums. Par exemple, si on investit effectivement dans une déchetterie, voilà, même si effectivement les volumes de la déchetterie peuvent baisser avec une évolution économique défavorable, l'inflation elle-même n'a pas vraiment d'impact dessus. Et puis deuxièmement, dans les contrats, il y a un certain nombre, c'est partiel, d'indexation sur l'inflation, puisque évidemment, par exemple sur une installation d'éolienne, eh bien, il peut y avoir
je dirais, des évolutions de composants qui peuvent avoir des prix plus élevés, qui peuvent générer effectivement des évolutions de prix à la vente d'électricité ensuite, sur des prix garantis. Troisième élément, c'est effectivement un rendement régulier offert par l'infrastructure. En fait, donc, toujours cette base contractuelle, mais ça peut être aussi une exclusivité sur des parcelles de domaine public. Hein. En ce moment, on s'intéresse beaucoup au secteur des IRVE, des infrastructures de recharge de véhicules électriques. Hein. Donc, on a cette exclusivité. On sait que tous ceux qui viendront recharger dans une agglomération, dans une zone, auront à aller dans les bornes qu'on aura installées. Et donc, en fait, tout ceci donc, va offrir des revenus réguliers et puis relativement sécurisés, notamment quand il y a une base contractuelle ou une base régulée par le législateur. Tout à fait. Alors, si on revient sur cette notion de régularité, donc de pérennité, c'est deux notions que vont apporter l'investissement en infrastructure au sens large. J'ai des revenus qui sont protégés contre l'inflation, qui sont pérennes et qui sont réguliers. C'est quand même des éléments extrêmement forts. Voilà. Et qui s'inscrivent aussi dans le long terme, puisque les concessions, c'est souvent 20-30 ans d'existence de concessions. Les prix garantis en matière d'énergie renouvelable, c'est une vingtaine d'années. Hein, donc, sur 20 ans, on sait qu'on aura... Alors, après, il peut y avoir des évolutions au jour le jour sur le vent. Par exemple, il y a des mois, en début d'année, il n'y a pas eu beaucoup de vent. Maintenant, c'est très, je dirais quand même, sur le long terme, c'est assez stable. Et les statistiques démontrent qu'on a des données relativement prévisibles à partir du moment où on étale ça dans le temps. Et puis, autre élément qui rend attractif ces classes d'actifs, eh bien, les investisseurs veulent remplir leurs objectifs de développement durable. Tous s'en sont donnés. Et je pense que c'est important de le faire avec des réalités fortes et réelles. Et il n'y a pas mieux que les infrastructures pour le démontrer. Et là, on va aller de plus en plus loin, puisque tous les cahiers des charges publics renforcent, notamment le domaine de l'environnement, de la biodiversité, mais également aussi du point de vue social, je dirais, tous ces éléments. Et donc là, investir dans les infrastructures, c'est véritablement rentrer dans ces objectifs de développement durable. Voilà, donc ça, c'était la quatrième raison, à mes yeux. Et puis enfin, dernière raison, une très forte visibilité, puisqu'il est par exemple indispensable de faire cette transition énergétique pour les raisons du dérèglement climatique, ça c'est une certitude, et puis aujourd'hui aussi pour des raisons géopolitiques sur lesquelles il n'est pas nécessaire de revenir. Toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, ce secteur des infrastructures est un secteur particulièrement attractif. Voilà. Et recherché, il coche quasiment toutes les cases. Il semble cocher effectivement toutes les cases. Et alors à l'intérieur de celui-ci, il y a un segment qui nous semble très important et très fort, dans lequel, vous allez le voir, on a largement investi, c'est l'opportunité de la transition énergétique. Et je voulais revenir là-dessus, sur la transition énergétique. Et dans le cadre de cette transition énergétique, il y a eu forcément le législateur qui est intervenu, et donc il a placé des objectifs assez forts, quelquefois inatteignables du point de vue, aussi bien en matière de consommation finale liée aux énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est les éoliennes, c'est les panneaux photovoltaïques, mais c'est aussi, par exemple, l'hydroélectricité. Voilà. Et donc, mais ça peut être aussi la méthanisation, le traitement des déchets, qui permet effectivement aussi de dégager effectivement de l'énergie. Et donc, tout ceci, le législateur s'est donné des objectifs très, très ambitieux pour faire passer, par exemple, de 17% à 32% la part des ENR dans la consommation d'énergie en France. Hein. Donc, ça, c'est vraiment des objectifs primordiaux. Au-delà de ça, tous ces objectifs vont générer des énormes besoins en matière de financement. Alors, une grosse partie va être financée par de la dette, puisque quand on a de la visibilité, on a une forte capacité à aller convaincre les banquiers de nous faire confiance sur une longue période. Et donc, il y a des leverages qui sont particulièrement forts, de l'ordre de 90%. Et puis, de dette par rapport aux fonds propres. Et puis, et également, on est dans une perspective de lever des fonds propres de manière importante. Nous, on a chiffré ça à 8,5 milliards par an sur
ce secteur de la transition énergétique. Au-delà de ceci, je voulais vous faire partager aussi le rapport de RTE, donc le gestionnaire du réseau en France, qui a été publié au mois de février dernier, et qui, même dans qui a fait 6 hypothèses, et dans l'hypothèse la plus favorable à l'énergie nucléaire, qui est totalement, je dirais, cohérente avec les énergies renouvelables, eh bien, la part de l'électricité liée au nucléaire serait de 50% en fait. Hein. Et donc, il va falloir aller chercher de l'électricité ailleurs et donc dans les ENR. Et la part de l'électricité qui est actuellement de 25% de la consommation énergétique française va passer à 50% dans les hypothèses retenues par RTE. Voilà. Aujourd'hui, les énergies fossiles vont voir leur part baisser de manière assez forte. Et ça, c'est toujours difficile de prévoir l'avenir, mais là, je pense qu'on est dans le domaine de la conviction très forte, à la limite de la certitude. Voilà. Et tout ceci va devoir se faire et de manière planifiée. Et d'ailleurs, c'est à peu près la seule annonce qu'ait fait le gouvernement, c'est qu'en matière énergétique, il y aura un plan, et sans plan, rien n'est possible. Bertrand Guez, quelle est votre définition d'un investissement en infrastructure? Alors, une infrastructure, ça a pris effectivement une définition de plus en plus compréhensive. Et donc, chez Crédit Mutuel Capital Privé, on considère donc que c'est un actif réel qui dégage des flux réguliers et récurrents et qui sert à un intérêt collectif essentiel, à un intérêt public. Pour distinguer tout ceci de l'immobilier, puisque ces 3 points pourraient répondre à un investissement immobilier, il est nécessaire que pour que ce soit une vraie infrastructure, qu'il y ait une activité de service qui y soit associée, et notamment, par exemple, la production d'énergie pour les énergies renouvelables, mais ça peut être aussi le traitement de déchets, ou ça peut être effectivement des infrastructures de transport qui facilitent la mobilité. Donc, pour répondre à cet intérêt assez fort de cette classe d'actifs, des infrastructures, donc nous avons monté donc un fonds qui a été déclaré à l'AMF, et ce fonds pour lequel nous recherchons donc 500 millions d'euros. 500 millions d'euros que nous allons chercher auprès effectivement d'institutionnels. Il y a un montant minimum d'investissement de 5 millions d'euros. Alors, ce fonds a une caractéristique assez forte, c'est un fonds de 25 ans. Pourquoi? C'est pour bénéficier pleinement, je dirais, des flux qui sont générés par l'infrastructure. On se dit que c'est la façon de servir au mieux ces infrastructures, mais aussi les intérêts du porteur, puisqu'effectivement, il sera à même de pouvoir toucher des rendements, des dividendes, pendant une très longue période et avec une forte visibilité. Et ce qui lui permettra, s'il veut sortir avant, de pouvoir vendre effectivement ses flux futurs. Et pour cela, on a organisé à 10, 15 et 20 ans des fenêtres de liquidité potentielles. Et c'est ça le paradoxe, un fonds de 25 ans, mais avec des phases de liquidité, un fonds qui est finalement liquide sur une période avec des gates. Voilà, où une liquidité est organisée. Tout à fait. Plus exactement. Donc ce fonds, c'est un fonds à impact durable. Et vous allez voir qu'on a parfaitement répondu à ces questions de durabilité. Hein, et c'est un fonds qui va pouvoir se développer de manière vertueuse, et notamment avec les partenaires publics. Parce qu'un partenaire public, pour lui, quand il a en même temps je dirais un partenaire qui est capable de s'inscrire dans la durée et puis qui est identifié, puisque on appartient au groupe Crédit Mutuel en tant que société de gestion, pour lui, il y a une véritable sécurité par rapport effectivement à un investisseur qui serait, je dirais, inconnu, qui n'aurait pas forcément, je dirais, notre renommée. Voilà. Et donc, notre stratégie s'inscrit bien dans cette volonté d'exploiter dans la durée effectivement un certain nombre d'investissements d'infrastructures. Un certain nombre d'acteurs sur le marché sont allés sur des opérations qui sont plus proches du private equity, qu'on appelle effectivement value add, beaucoup plus courtes, mais je dirais ils sont dans une démarche plus spéculative, espérant que des plus-values se fassent à ce moment-là. Nous, on est véritablement
dans une démarche plus de bon père de famille. Et de rendement pérenne et régulier. Exactement, exactement. Alors ça ne veut pas dire qu'on va être exclusivement sur des opérations à caractère brownfield. L'essentiel de notre portefeuille, effectivement, est tourné vers les opérations de type greenfield. Alors, qu'est-ce que ça veut dire greenfield, brownfield? Greenfield, ça veut dire que l'infrastructure n'est pas construite. Alors, elle peut être ready to build, mais elle n'est pas construite et donc on prend le risque de la construction. Alors, pourquoi on prend ce risque? Parce qu'évidemment, ça offre des performances supérieures de l'ordre de 7-8%, alors que l'infrastructure brownfield, les TRI sont clairement tirés vers le bas. Et puis, on a une compétence assez forte dans l'équipe en matière de private equity, puisque pour ma part, j'ai une trentaine d'années d'expérience dans ce domaine. On est capable aussi d'aller chercher des opérations plus value-add, avec des risques de flux, des risques de circulation. Et donc, dans ces opérations-là, forcément, on aura une part de plus-value plus importante. Voilà. On recherche, et on est pile poil là-dedans, donc un TRI cible brut de 7 à 9%. Actuellement, on est sur nos actifs à 7,4%, et on n'a pas tout pris du point de vue et notamment les prix de l'électricité actuels, on ne les a pas considérés, puisqu'il y a des discussions actuellement avec l'État sur le partage de ces effets d'aubaine sur les prix de l'électricité. Donc pour l'instant, on s'est contenté des business plans de départ, des upsides qu'on a pu amener sur nos investissements. Et donc on a cette capacité à développer des TRI supérieurs à les TRI initiaux. Et puis, fonds de 25 ans, aucune pression par rapport à la vente, et on n'est jamais si bien placé pour être vendeur que lorsqu'on ne l'est pas. Et donc là, on est capable effectivement d'optimiser la vente, et que si effectivement on vient nous voir avec des opportunités de vente très fortes, on est à même de pouvoir répondre si le prix est très attractif pour nos souscripteurs. Voilà. Et donc on ne restera peut-être pas 25 ans. Si un certain nombre d'opérateurs mettent des prix qu'on ne peut pas refuser sur nos actifs, on les vendra forcément. Juste un petit focus, une petite différence entre le rendement courant et le TRI global. Alors, rendement courant, c'est le cash yield, c'est celui qui est dégagé par l'infrastructure et qui est reversé aux souscripteurs. Et le TRI global, c'est l'intégralité de l'opération et le rendement courant, plus effectivement les plus-values générées par l'actif. Voilà. Alors, comme vos investissements ont déjà été en partie réalisés, on va les voir, les rendements courants arrivent dès 2023. Exactement. Donc là, on est dans la période de souscription. Donc, du point de vue du règlement, on ne peut pas verser des flux, des dividendes en période de souscription. La période de souscription se termine en principe donc, au 31 décembre 2022, donc cette année. Et donc, nous, on souhaiterait réaliser un closing avant cela. Mais dès 2023, comme tu l'as fort justement dit, eh bien, nous serons en situation de pouvoir verser des dividendes importants. Voilà. Puisqu'on a accumulé toute une série de flux et nos opérations sont en cours qui nous permettent effectivement d'être à même de dégager du cash. Et ce cash, on ne le gardera pas et on le distribuera très rapidement à nos souscripteurs. Toujours une très bonne nouvelle pour des investisseurs. Voilà, voilà. Donc ce fonds Siloé n'est pas, pendant la période de souscription, n'est pas resté inactif et pendant la période de pandémie, puisqu'on a déjà réalisé 7 investissements, alors qui constituent à aujourd'hui 150 millions d'euros, même si effectivement le tableau on voit 132, et donc qui sont à 50-50 entre de l'éolien onshore terrestre et puis du photovoltaïque. Alors il y a différents types d'actifs dans ce domaine. Il y a des actifs greenfield, au départ Aton par exemple, qui est devenu brownfield, puisqu'il s'agit globalement de 95 mégawatts dans une des plus grandes centrales photovoltaïques de France, la deuxième, située dans la Meuse, sur une ancienne base de l'OTAN, et qui est située donc sur 142 hectares, qui permettent d'alimenter une ville quand même de 23 000 habitants. Et puis donc on a investi dans toute une série de parcs éoliens qui nous permettent aujourd'hui, à terme, d'avoir plus de 4 gigawatts de production électrique, c'est-à-dire effectivement plus de 4 tranches de centrales nucléaires. Donc, ce sont non seulement des investissements dans l'énergie, mais c'est des investissements qui sont sécurisés. Je rappelle qu'on a 20 ans légalement de prix sécurisés. Donc,
Les tensions sur l'énergie, c'était des points extrêmement positifs pour nous. Et l'inflation ne nous inquiète pas, au contraire, elle nous apporte effectivement une légitimité encore plus forte, puisque les prix de l'énergie augmentent, et donc nos prix régulés sont tout à fait pertinents pour l'État. L'État qui a accumulé, je crois, plus de 14 milliards d'euros depuis le 1er septembre 2020 grâce à ces systèmes de prix régulés, puisque eux, ils achètent à des prix de 50 ou 60 euros du mégawatt et ils revendent ça à EDF ou aux autres opérateurs à 150, 200, 250 euros du mégawatt lors des pointes de prix électriques. Et puis, et ça, last but not least, puisque c'est, je dirais, maintenant totalement intégré chez les investisseurs, nos actifs sont 100% taxo-compatibles. On est en train de calculer nos empreintes carbone. On voit que tout n'est pas encore bien stabilisé dans ce domaine, mais on aura certainement, avec notre portefeuille d'actifs, les meilleures notes dans ce domaine, même si on n'est pas parfait, hein. On doit importer effectivement nos panneaux, par exemple effectivement photovoltaïques, hein, c'est la réalité des choses. Maintenant, on évite, et c'est ça qu'on voudrait bien mettre en avant aussi, je dirais du dégagement de carbone de manière extrêmement importante par rapport à nos capacités électriques. Et demain, grâce effectivement à l'ensemble de notre parc qui devrait dégager en gigawatt-heure, 451 gigawatt-heure. Voilà. Donc un investissement qui est pérenne, un investissement qui est rentable, régulier, récurrent, qui respecte la taxonomie. Je crois qu'il faut absolument s'intéresser à l'infrastructure et à l'infrastructure au travers du fonds Siloé Infrastructure, donc vous mettez en commercialisation et que vous promouvez dans la totalité du groupe Crédit Mutuel CIC. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Je vois... Ah, si, j'ai une question sur le chat. Est-ce qu'il y a un investissement qui sert de référence pour votre activité? Autrement dit, est-ce qu'il y a vraiment un des investissements que vous nous avez cités qui, pour vous, est un élément caractéristique de votre activité? Alors, j'aurais envie de tous effectivement les citer. Alors, il y a celui effectivement de Marville, hein, ce parc photovoltaïque qui est le deuxième plus grand de France. Il est clair que pour la communauté de communes qui s'appelle dans la Meuse, hein, la communauté de communes de Montmédy, c'est 400 000 euros de recettes fiscales chaque année sur des zones rurales assez désertées, mais c'est une manne dont on a du mal à se rendre compte quand on est à Paris. Hein. Et les élus locaux sont ravis, s'attribuent un petit peu tout ça, mais sont ravis effectivement d'avoir ces installations, hein, et y compris, malgré tout ce qu'on peut entendre à droite à gauche, dans l'éolien. Hein, les élus sont véritablement heureux de le faire. Autre point quand même, je voulais compléter par rapport à ce que tu disais à l'instant, il va y avoir quand même des domaines qui vont être passionnants pour les infrastructures, notamment le stockage, puisque les ENR, par définition, et avec le stockage, l'hydrogène, hein, donc tout le monde en parle, mais ça va venir, forcément. Il y a des modèles économiques qui sont en train d'exister. Nous, on attend un petit peu qu'ils soient bien solidifiés, ces modèles économiques. Et puis également, la méthanisation, hein, donc secteur qui permet de faire vivre notamment les agriculteurs, qui permet effectivement de traiter les déchets aussi des industriels. Là aussi, il y a des belles perspectives. Il y a tout le secteur des infrastructures de recharge de véhicules électriques aussi, puisque aujourd'hui, plus un seul constructeur n'investit dans une usine de joint de culasse. Donc l'électrique est évident. Et donc là, nous, on est en train de prendre des positions. Et c'est maintenant qu'il faut prendre les positions. Et c'est pour ça qu'on invite les investisseurs, les souscripteurs à nous rejoindre sur ce fonds Siloé. Ah bah, je trouve que c'est une excellente phrase de conclusion. Venez nous rejoindre sur ce fonds. Je rappelle que le fonds est ouvert en classification MIF aux investisseurs professionnels. Merci Bertrand pour cette présentation extrêmement passionnante. Et comme vous l'avez dit, rejoignez-nous sur ce fonds. Nous accueillons avec plaisir. Eh bien Bertrand, un dernier mot? Écoutez, je suis ravi de pouvoir avoir le plaisir de vous présenter les actifs du fonds Siloé, que vous allez pouvoir retrouver sur une courte vidéo que je vous invite à visionner à la suite de cette réunion. Bertrand,
Rappelez-moi, combien de panneaux photovoltaïques sur le site de Marville? 360 000. Eh bien, on va aller voir.